Je m'appelle Émilie Bonnefoy, je suis la cofondatrice et la dirigeante d'Open Sesame, éditeur de logiciels de cybersécurité. Nous avons une double expertise dans la gestion des accès et des identités et dans l'utilisation de techniques de mathématiques avancées et d'intelligence artificielle pour apporter de la sécurité et de la simplicité dans le parcours de connexion des utilisateurs. Et bonjour, moi je suis Cyril Bras, le directeur cybersécurité de Waller. Aujourd'hui, en fait, l'état de la menace et la complexification des attaques, qui sont quand même de plus en plus fréquentes, font que le risque cyber est vraiment devenu le risque numéro 1 pour les organisations. Les pertes à l'échelle de la France et même à l'échelle mondiale se chiffrent en termes de milliards. Et donc aujourd'hui, ça paraît assez impensable que les organisations ne s'équipent pas de process ou d'outils pour augmenter, du moins, leur résilience face à ce risque-là. Pour compléter, malheureusement, ce qu'on observe, c'est que depuis des années, les entités ne se soucient pas réellement de la cybersécurité et découvrent dans la douleur. C'est-à-dire une fois que tout est détruit, une fois qu'ils ont perdu leurs données, que s'ils avaient anticipé sur ce sujet-là, ça aurait été bien plus efficace qu'essayer après l'incident de se relever, où parfois certaines entités ne se relèvent pas. Peut-être pour rebondir sur ce que tu viens de dire, c'est vrai que l'arrivée de l'intelligence artificielle et en particulier de l'IA générative ajoute des menaces supplémentaires. Aujourd'hui, on peut par exemple produire de façon automatisée des campagnes de phishing en utilisant de l'IA générative et en contournant les règles morales. Donc en fait, on voit que c'est assez simple, c'est accessible au plus grand nombre. Et malheureusement, aujourd'hui, les attaquants utilisent l'ensemble de ces méthodes pour compromettre les systèmes d'information des organisations. Clairement, c'est vrai que l'arrivée de l'IA a permis de rendre accessible à n'importe qui les cyberattaques. Il n'y a pas besoin d'être informaticien pour arriver à piloter une cyberattaque qui va fonctionner. Tout simplement parce que ça se monnaie très bien. Il y a des entités qui sont à la recherche des informations qui vont fuiter, soit pour les réexploiter derrière, parce que y a des numéros de carte bancaire qu'on va pouvoir utiliser, soit parce que les données personnelles qui ont été saisies vont permettre de personnaliser les attaques. Enfin, il y a vraiment plein de scénarios possibles grâce à ces données qui ont été récupérées. Ou tout simplement obtenir des accès à des systèmes d'information qui étaient mal protégés. Oui, et puis alors il y a un autre facteur aussi qui, je dirais, est connexe à la digitalisation croissante des organisations, qui est le basculement quasi systématique d'un certain nombre d'applications dans le cloud. Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y a eu une phase de basculement qui ne s'est pas toujours accompagnée d'une phase de sécurisation. Et finalement, les accès, c'est vraiment la porte d'entrée pour des attaquants qui vont assez facilement, je dirais, voler des credentials, s'introduire dans le système d'information, y rester un certain temps et puis procéder à ce qu'on appelle de la latéralisation et commettre des attaques. Donc c'est un peu d'ailleurs le sujet cette année au Forum InCyber qui est celui du zéro trust, c'est-à-dire que cette digitalisation massive et cette complexification des attaques qui sont de plus en plus nombreuses également, elle aboutit à la conclusion dans nos métiers que le système de défense périmétrique tel qu'il a existé pendant pas mal d'années, en fait, n'est plus valable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le principe, qui est celui du zéro trust, qui, je le rappelle, est une stratégie, est celui de « je ne fais pas confiance et je contrôle en continu ». Et donc ça, c'est une nouvelle approche qui, quelque part, a vocation à permettre aux organisations de renforcer leur posture de sécurité face aux risques et à la menace qui est quand même de plus en plus importante. Puis clairement, la période de Covid a aussi favorisé l'émergence du télétravail et du coup l'explosion en fait, du modèle périmétrique parce que chaque salarié qui partait avec un poste de l'entreprise finalement se retrouve avec un morceau du SI en dehors de la forteresse. Et donc un morceau de SI qu'il faut sécuriser, qu'il faut fiabiliser. Là, le zéro trust a tout son sens, puisqu'on a des terminaux qui se retrouvent dans la nature.
Alors, c'est en très grande partie lié à la question des usages. Et les usages, ça pose la question de la sécurité, mais c'est surtout le quotidien des métiers. Et donc, correspond souvent à des usages assez basiques, à savoir taper un identifiant et un mot de passe. Voilà, donc la première chose, c'est que cette question de la sécurité, elle a souvent été pensée, on va dire, un peu sans les utilisateurs. Et donc, la question du changement, pour nous, elle est extrêmement importante. Ça, c'est un premier point qui est, je dirais, plutôt culturel. L'autre point, c'est la question des technologies. Historiquement, effectivement, l'arrivée de l'authentification multifacteur, elle est quand même relativement récente. Son déploiement est aussi relativement récent dans les organisations. Et on voit que ça pose tout un tas de questions, notamment de questions d'interopérabilité avec d'autres solutions existantes, notamment avec des annuaires. Ça peut poser des questions également de comment je concilie l'enjeu de sécurité avec l'enjeu de simplicité au quotidien. Et là, on a eu quand même des avancées majeures ces dernières années avec des protocoles de communication qui aujourd'hui vont à la fois offrir un très haut niveau de sécurité et en même temps vont améliorer l'expérience utilisateur. Donc c'est tout ce qui tourne autour de l'authentification sans mot de passe, qui peut reposer sur l'utilisation de la biométrie classique. Donc on va s'appuyer sur les capteurs de biométrie d'un appareil, un téléphone ou un ordinateur. Ça peut être aussi grâce à l'usage de l'IA, de la combinaison de signaux faibles qui sont directement liés au comportement de l'utilisateur. En fait, on pourrait presque parler de jumeaux numériques. On peut être en mesure de reconstituer un jumeau numérique de la personne qui est en train de se connecter. Et en combinant un certain nombre d'éléments qui peuvent être la vélocité de frappe, les données d'un gyroscope, la façon de se déplacer, ou encore les caractéristiques de l'appareil qu'on utilise. Souvent, on utilise des appareils de confiance qui peuvent être un téléphone ou un ordinateur spécifique. Et bien, tout ça, on va le combiner, notamment grâce à l'IA. Et on va être en mesure de vérifier de façon initiale et de façon continue que la personne qui se connecte est bien celle qu'elle prétend être. Donc ça, c'est extrêmement intéressant parce que là aussi, évidemment, un niveau de sécurité très important, une obligation qui est de travailler avec des IA de confiance et de vérifier de façon régulière la probité des résultats. Et en tout cas, aujourd'hui, on a des solutions standardisées, des protocoles qui permettent de faciliter le déploiement de telles solutions. Donc on est arrivé aussi à une époque où les mentalités commencent à changer, c'est-à-dire qu'on se rend compte qu'évidemment, taper un identifiant, un mot de passe, c'est juste plus possible. Et puis, on a aussi des technologies qui vont permettre de faciliter et simplifier le déploiement de solutions de sécurité. Et c'est vrai que dans ce que tu as évoqué, il y a un élément qui est important, c'est le contrôle continu. Par défaut, on pense plutôt au MFA, le code OTP, qu'on va taper une fois et puis on obtient l'accès. Là, on se rend compte que les attaquants, maintenant, arrivent à contourner ces systèmes-là. En amont, il y a une campagne de phishing, on l'a évoqué en tout début d'échange, et cette campagne de phishing va être complétée par une réaction de l'attaquant en fonction des informations qu'il va envoyer. L'attaquant va se connecter à la place de l'utilisateur, va recevoir les questions OTP, l'utilisateur va se faire leurrer et va donner les réponses. Et là, dans le cas d'un contrôle unique, le multifacteur ne fonctionne pas. Alors que ce que tu évoquais, le contrôle continu va permettre de s'assurer tout au long de la navigation, tout au long de l'utilisation de la solution, que c'est bien le bon utilisateur qui est derrière son écran. En fait, il suffit de faire l'analogie avec le monde réel. Parce que dans le monde réel, j'ai une clé unique qui va ouvrir la porte de ma maison, la porte de la voiture, la porte de la boîte aux lettres. Non, même si ça serait pratique, dans l'absolu, on se dit c'est quand même bien que ça soit séparé. Le fait d'avoir le même mot de passe partout, les attaquants disposent d'outils qui vont leur permettre de scanner Internet avec ce mot de passe-là, d'essayer des adresses mail, des comptes bancaires, des plateformes de commerce, etc. Et partout où ça va matcher, ils vont récupérer les accès et quelque part s'accaparer la vie numérique de la victime. Oui, alors en fait, l'authentification contextuelle, justement, elle place véritablement l'utilisateur, pardon pour le néologisme, mais au cœur de son usage. Et donc, c'est comment, en fonction du contexte de l'utilisateur, de son usage, du niveau de sécurité qui est requis, je vais lui demander un certain nombre de telle ou telle information.
Alors je vais donner un exemple très concret. Si je travaille pour les forces de sécurité et que je suis équipée d'un gilet connecté pour aller sur le terrain en opération, évidemment, je ne suis pas du tout dans le même contexte en termes de sécurité. Il ne faudrait pas que quelqu'un récupère mes données de connexion, il ne faudrait pas que quelqu'un puisse me géolocaliser ou puisse m'identifier. Alors que si je suis un utilisateur qui, par exemple, se connecte à Marmiton pour aller chercher une recette de pâte à crêpes, évidemment, j'ai peut-être pas besoin d'un niveau de sécurité ultra élevé. Et donc l'enjeu, il est là, et peut-être pour rapporter ça aussi aux différentes applications et à la sécurité, en tout cas aux briques technologiques que vous utilisez et que vous développez chez Waller. On peut avoir des contextes, je pense à des utilisateurs dans le secteur de la défense et de la sécurité, qui sont des contextes ultra sensibles, où là, effectivement, on peut demander un niveau de sécurité, de la biométrie combinée à un contrôle continu basé sur le contexte de l'utilisateur. On peut avoir des cas d'usage beaucoup plus dans des contextes d'entreprise ou associatifs, beaucoup moins risqués, on va dire, où la donnée a peut-être un petit peu moins de valeur. Et là, on va, par exemple, proposer à l'utilisateur de se connecter avec un lien sécurisé couplé à des éléments contextuels. Mais en tout cas, on va adapter la méthode d'authentification en fonction du cas d'usage et du contexte. Et ça veut dire aussi qu'on sera en mesure, si jamais on détecte qu'il y a une anomalie dans le contexte de l'utilisateur, par exemple, on pourra lui demander un facteur complémentaire. Oui, clairement, en fait, c'est l'analyse de risque qui va déterminer les enjeux, en fait, quelles sont les informations dont je dispose, quels sont mes attendus en termes de disponibilité, d'intégrité, de confidentialité, et en fonction de ça, je vais mettre plus ou moins le curseur élevé, je vais demander des mots de passe complexes, je vais les compléter avec des systèmes de multifacteurs, etc. Et c'est essentiel de se poser les bonnes questions, c'est pas la peine d'avoir... je crois que c'est une expression que tu as utilisée il n'y a pas très longtemps, un bazooka pour écraser une mouche. Voilà, si les données derrière à protéger ne sont pas importantes, c'est pas la peine de faire quelque chose de trop complexe. Clairement, il faut faire preuve de pédagogie, il faut expliquer pourquoi on le fait en fait. Parce que si on met ça de but en blanc, du jour au lendemain, c'est un mot de passe avec 25 caractères, et il faut ceci, il faut cela, la première occasion qui va être donnée à l'utilisateur de contourner le système, il va le faire. Ou bien on va se retrouver avec des biais de sécurité qu'on ne recherchait pas et qui vont se créer de fait parce qu'on n'a pas expliqué pourquoi il faut le faire. La pédagogie, pour moi, c'est essentiel en cybersécurité, c'est ce qui permet de faire adhérer chacun des utilisateurs du SI aux mesures de sécurité et qu'ils comprennent qu'il a son rôle à jouer dans la protection du système. Il y a un vrai sujet autour de l'accompagnement au changement. Et effectivement, il faut que ce projet qui vise à sécuriser le patrimoine informationnel d'une organisation, il faut que tout le monde s'en empare. C'est-à-dire qu'il faut que ça devienne un projet collectif, il faut que ça soit une aventure collective et il faut qu'au plus haut niveau de l'organisation, il y ait quand même une prise de conscience. Ok, et on parlait tout à l'heure de montagne, on va pas se faire tout de suite les Alpes ou l'Himalaya ou l'Everest, on va démarrer par une petite rando dans les Cévennes au Mont Aigoual, puis ensuite on se fera les Pyrénées, puis ensuite on se fera les Alpes. C'est aussi donner de la visibilité aux équipes et dire voilà quelle est la feuille de route, voilà quel est notre objectif. On va y aller étape après étape. Et donc, ça veut dire qu'il faut apporter la sécurité, cette vision de la sécurité au plus haut niveau et qu'il faut ensuite évangéliser un peu tout le monde et faire prendre conscience que ce sujet de la sécurité, c'est un sujet à la fois pour les équipes marketing, à la fois pour la RH. Tout le monde est concerné. Et donc, effectivement, souvent, les bons projets de gestion des accès et des identités fonctionnent à condition que ça devienne des projets d'entreprise. Oui, en fait, la cybersécurité, c'est quelque chose de stratégique. On a beaucoup, trop longtemps, considéré que c'était un sujet exclusivement technique, donc l'affaire de la DSI, du service informatique, alors qu'en réalité, comme tu l'as évoqué, c'est quelque chose qui doit être pris en charge par le management de haut niveau. Et tant qu'on n'arrive pas à cette position-là, c'est-à-dire que les dirigeants de la structure pas imposent, mais se disent la cybersécurité, ça nous concerne, et donc on la met en œuvre,
on peut acheter toutes les solutions qu'on veut, ça ne marchera pas parce que les dirigeants vont faire n'importe quoi, et si les dirigeants font n'importe quoi, les subordonnés, il n'y a pas de raison qu'ils se contraignent eux aussi, et on arrive à des situations catastrophiques. Alors oui, je pense. Par contre, en fonction du niveau de maturité de l'entreprise, effectivement, la route peut être plus ou moins longue. Et dans tous les cas, y compris dans les grandes entreprises, ce qu'on observe souvent, c'est la difficulté pour les équipes de se projeter dans une application concrète, en tout cas finalement par quel bout je dois prendre le Zero Trust si je veux le déployer dans mon organisation. Enfin nous ce qu'on pense, ça doit être un peu la stratégie des petits pas, c'est-à-dire mon objectif in fine, c'est effectivement d'être conforme à cette stratégie de Zero Trust. Enfin on reboucle un petit peu avec l'analyse de risque où on va identifier aussi les actifs essentiels. On est pour utiliser l'expression à la ramasse en termes de cybersécurité, on va commencer par ce qui est le plus critique ou ce qui est le plus exposé. Et puis aller, comme tu dis, petit à petit, en se disant voilà, j'ai sécurisé cette boucle-là, maintenant je fais ce morceau-là, ce service-là, etc. Là, c'est une approche pragmatique qui permettra d'arriver au bout du projet. Se connaître, déjà, la cartographie de son SI, déjà, connaître ses actifs essentiels, ses utilisateurs, avoir cette liste qui soit à jour aussi, parce que c'est pas le tout d'avoir des annuaires avec des utilisateurs, mais si on vérifie jamais que les accès sont bien les bons, et que c'est pas Madame Michu qui était secrétaire, qui est devenue informaticienne et qui a conservé ses droits de secrétaire pendant, là c'est un problème. Donc il y a tout ce travail-là en amont à réaliser, c'est-à-dire de fiabilisation du SI, et une fois qu'on a réussi à faire ça, là on peut se lancer après dans des démarches pour améliorer encore plus la sécurité. Effectivement, il y a aussi un enjeu autour de la multiplication des applications. De plus en plus d'organisations déploient du SSO, du Single Sign-On. On pourrait résumer par une connexion en un seul point qui permet, une fois que j'ai vérifié que la personne qui s'est connectée est bien celle qu'elle prétend être, qui permet de diffuser l'autorisation aux autres applications. Et donc c'est vrai qu'il y a quand même un enjeu, là aussi on le voit, de simplicité d'usage pour les utilisateurs au quotidien. Il y a aussi un enjeu d'harmonisation, parce que ce qu'on observe souvent chez nos clients, c'est que cette multiplication des applications, elle peut aussi s'accompagner d'une pluralité de méthodes d'authentification. Et donc ça aussi, c'est quand même problématique dans les usages au quotidien. Donc effectivement, la première chose, c'est de cartographier ces assets, de bien connaître ces différentes applications. Bon, il y a évidemment toute la partie revue des droits qui est vraiment très importante. Et puis ensuite, l'enjeu, effectivement, c'est de travailler de façon itérative. Voilà, par quoi je vais commencer. Est-ce que je commence en déployant du SSO ? Est-ce que je commence par une revue. Voilà. Il faut vraiment fonctionner par itération avec cette logique à chaque fois de créer de la valeur. Et on a quand même une chance quand on sécurise et qu'on simplifie la gestion des accès, qui est qu'on peut assez facilement tirer de la valeur pour les utilisateurs et donc potentiellement pour un COMEX. C'est-à-dire qu'on peut très facilement démontrer qu'un salarié qui a mis 1 minute pour se connecter plutôt que 5, ou qui n'a pas été obligé de taper 15 mots de passe dans la journée de façon répétitive et qui en plus n'a pas contacté le support, tout ça mis bout à bout sont des économies, c'est une réalité sur la productivité des salariés et sur par exemple un service support qui va pouvoir apporter un support un peu plus intéressant que simplement faire du reset de mots de passe. Oui, clairement, en fait, on l'a évoqué aussi en début, mais l'expérience utilisateur est importante et si on veut faire du changement et qu'on arrive à démontrer que par ce changement on va améliorer l'usage au quotidien du système d'information, tout le monde est gagnant. Et l'ensemble de l'entreprise tire les profits de ces avantages. Donc peut-être un conseil aussi pour les acteurs du changement, donc des RSSI ou des CISO qui voudraient effectivement porter
ce sujet dans leur organisation, quels sont les gains que je vais pouvoir générer à partir du déploiement de l'authentification multifacteur ou de l'authentification sans mot de passe. La première des choses, c'est déjà d'avoir intégré dans chacune de nos solutions la cybersécurité, en fait, d'en avoir fait un atout. Donc ça veut dire que par défaut, nos outils sont à l'état de l'art, vont essayer de respecter les standards de sécurité et par ce biais-là, protéger l'information qui est derrière. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, on voit que le régulateur impose de plus en plus de normes qui soit peuvent être générales et s'appliquer à l'ensemble des acteurs économiques, soit peuvent être sectorielles. La réglementation qu'on connaît toutes et tous, évidemment, c'est le RGPD qui s'applique depuis un certain nombre d'années, qui déjà pose un certain nombre de règles en matière de protection des données. Aujourd'hui, on a la directive NIS2 qui arrive et qui va là aussi imposer un certain nombre de règles, de process et du coup impliquer aussi la mise en place d'outils pour renforcer la posture de cybersécurité pour un certain nombre d'organisations. Donc comme tu évoquais RGPD et NIS2, les deux se complètent en fait. RGPD était là pour, et est toujours là d'ailleurs, pour protéger les données personnelles, alors que NIS2 va bien plus largement dire protéger les données ou le système d'information et imposer des mesures de sécurité. Une façon de garantir cette conformité à NIS2, c'est de s'appuyer par exemple sur des services qui sont qualifiés SecNumCloud, tels que Wallet Donjon, où là on va retrouver des mécanismes de chiffrement de bout en bout, on va garantir des accès légitimes, on va appliquer des principes de privilèges et de besoin d'en connaître en fait pour donner des accès à des morceaux du système d'information. Bref, tout un ensemble de mesures qui sont couvertes par SecNumCloud et qui vont de fait garantir une compatibilité avec les exigences de NIS2. C'est pour ça que la collaboration entre Waller et OpenSesame qui a développé une solution qui s'appelle aujourd'hui HautSesame a été assez naturelle en fait. Ce qui compte pour ces acteurs qui vont s'équiper de solutions SecNumCloud, c'est de s'assurer que cette connexion légitime est contrôlée de manière continue et qu'elle offre un certain nombre de gages de sécurité. Et ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que pour certains secteurs qui doivent renforcer leurs exigences en matière de cybersécurité, ça devient évidemment un impératif. Alors je pense en particulier au secteur de la défense et de la sécurité, où aujourd'hui les sous-traitants de la défense doivent franchir un cap supplémentaire en adoptant ces solutions-là. Je pense aussi au secteur des banques et des assurances. Donc la directive DORA, là aussi, impose un certain nombre de bonnes pratiques et de choix de solutions qui renforcent là aussi la sécurité. Et donc finalement, cette collaboration entre Waller et OpenSesame, elle a pour objectif de garantir à ses clients une continuité d'activité. Et puis finalement, ça va même au-delà de ces clients pour qui c'est obligatoire. L'ergonomie et le fonctionnement de nos solutions font que c'est accessible en fait à n'importe qui souhaite renforcer sa sécurité. Pas seulement ceux pour qui c'est obligatoire, mais également pour ceux qui ont envie de se dire on a envie de muscler notre cybersécurité, on va mettre en place ces outils-là. Alors clairement aujourd'hui, l'IA est utilisée par les attaquants de façon massive. Je pense que c'est évidemment crucial aujourd'hui que les entreprises s'approprient cette technologie et qu'elles en aient une bonne compréhension, et y compris lorsqu'elles choisissent des outils qui l'intègrent. Le sujet, contexte géopolitique actuel, c'est finalement quelle est notre vision sur à qui appartient la donnée. Et ça, c'est quand même un gros sujet, puisqu'on voit bien que nous, en Europe, en fait, on considère que la donnée appartient à l'utilisateur. Et donc là, on parle beaucoup dans cette discussion de comment je vais protéger aussi les identités de mes utilisateurs, le patrimoine informationnel de mon entreprise, etc. C'est quand même très centré sur cette protection-là. De l'autre côté de l'Atlantique, on considère que la donnée, une fois qu'elle a transité, elle a plutôt une valeur commerciale, une valeur marchande.
Et puis on se tourne plutôt côté du monde. La donnée, elle sert plutôt à contrôler. Eh bien en France, on considère qu'une IA doit être explicable. Et donc lorsque je combine des signaux, des éléments pour vérifier que la personne qui se connecte de façon continue, ou alors lorsque je vais utiliser une IA générative pour aller chercher des informations, mon attente, c'est d'avoir des éléments d'explication, donc des sources, mais aussi du scoring, enfin d'être en mesure d'expliquer le résultat que j'obtiens. Il y a autour de ça un enjeu autour de la confiance qu'on place dans les outils numériques. Et donc c'est ça pour moi le sujet de 2025. C'est comment on absorbe en fait ces nouvelles technologies tout en préservant des outils de confiance. Oui, pour compléter, alors je reviendrai sur un petit côté un peu plus basique, mais pour que les dirigeants prennent en considération que la cybersécurité est essentielle, il faut qu'ils se posent les bonnes questions. C'est-à-dire que combien ça coûte si mon entreprise ne fonctionne pas? Je ne peux pas livrer mes produits, que je ne peux pas gérer mes fournisseurs, mais aussi que je paye mes employés à regarder les murs, parce que pendant que mon système d'information il est par terre, je dois continuer à verser des salaires, et plus ça va durer dans le temps, plus ça va être coûteux. Et une fois qu'on a fait cette réflexion-là, on va se rendre compte que mettre en œuvre des solutions de cybersécurité, finalement, c'est pas si coûteux. Et que ça restera toujours moins cher que de réparer a posteriori les dégâts d'une cyberattaque.